Il est midi, donc bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier webinaire de 2018. Bonne année. On n'a pas eu la chance de faire un webinaire avant aujourd'hui, mais je pense qu'en janvier, c'est encore correct de souhaiter bonne année. Mon nom, c'est Mélanie Smithman. Je suis une des responsables du renforcement des capacités au réseau 1. Aujourd'hui, on a avec nous Sophie Lausier et Shelley-Rose Hippolyte pour nous parler, entre autres, de la clinique, de la clinique Spot et un peu nous parler de comment innover dans la prestation des soins de première ligne pour vraiment favoriser l'accès pour les personnes marginalisées. Donc, juste avant de commencer, juste un petit rappel pour les questions. Il y a deux façons de poser des questions. Vous pouvez soit écrire dans la boîte de questions. Vous avez là, dans le menu webinaire une boîte de questions où est-ce que vous pouvez écrire vraiment tout au long de la présentation les questions qui vous passent par l'esprit. Puis pendant la période de questions, Sophie et Shelley-Rose pourront répondre aux questions que vous avez tapées. Sinon, à la fin, vous pouvez aussi lever la main. On vous donnera la parole à ce moment-là et vous pourrez poser vos questions oralement à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à Sophie et à Shelley-Rose pour se présenter et nous faire leur présentation. D'abord, merci à vous tous d'être présents, de prendre le temps d'être avec nous ce midi. On apprécie beaucoup, puis on espère que vous allez passer une bonne heure avec nous. Alors, moi, je vais commencer par me présenter. Shelley-Rose Hippolyte, donc j'ai travaillé quelques années comme médecin de famille. Actuellement, je suis médecin spécialiste en santé publique. Je travaille à demi-temps à la direction de santé publique de la capitale nationale dans une équipe qui s'intéresse à l'équité en santé. Et l'autre demi-temps, donc, je suis professeure à la faculté de médecine. Je suis aussi impliquée dans des interventions humanitaires d'urgence et de développement à Médecins du Monde Canada et à la Croix-Rouge canadienne. Donc, mes champs d'intérêt, c'est vraiment les inégalités sociales de santé, les approches participatives et la santé internationale et la médecine humanitaire. Alors, bonjour, je suis Sophie Lausier, je suis professeure à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Je suis aussi chercheure au CHU de Québec, Université Laval. Je suis située à l'hôpital Saint-Sacrement. J'ai une formation en anthropologie sociale et culturelle et ensuite j'ai fait un doctorat en épidémiologie pour ensuite faire un post-doctorat en oncologie psychosociale. Mes intérêts de recherche portent sur l'adhésion au traitement médicamenteux et sur le développement de programmes d'accompagnement des patients avec leur traitement sur l'oncologie. J'ai un grand décidé de mon point de vue de la recherche auprès de cette clinique-là. Alors, sans plus tarder, débutons. Alors, Sophie et moi, nous déclarons tout simplement n'avoir aucun conflit d'intérêt. Alors, les objectifs de la présentation, vous les avez eus, donc, le premier objectif, identifier les principales innovations mises en œuvre par la clinique Spot qui vise à offrir des soins de santé aux personnes marginalisées. Et le second objectif, c'est d'identifier les principales caractéristiques et enjeux de la clinique Spot, mais aussi de deux autres initiatives québécoises qui visent elles aussi à offrir des soins de santé à des personnes marginalisées. Alors, nous sommes partis de la problématique suivante, c'est-à-dire que les personnes les plus affectés par les inégalités sociales de santé sont aussi reconnus comme étant les moins bien desservis par le système de santé au Canada et donc par ses professionnels. Et on sait qu'il est recommandé d'améliorer l'accessibilité des services de santé de première ligne, donc notamment en adoptant une approche holistique de la santé et par la dispensation de services qu'on dit de proximité. Malheureusement, les expérimentations en ce sens au Canada demeurent limitées et peu évaluées. Notre question de recherche était quelles sont les pratiques innovantes dans la prestation des soins et des services de santé de première ligne, mises en œuvre principalement à la clinique Spot, mais aussi dans d'autres cliniques du réseau de la santé, qui visent donc à favoriser l'accès et la qualité des services offerts aux personnes marginalisées. Donc, globalement, deux objectifs spécifiques. Le premier, comprendre comment le recours aux soins et aux services de la clinique Spot s'inscrit dans le parcours de soins des personnes marginalisées et décrire leur expérience de soins et des services reçus. Et le second, c'est identifier les pratiques innovantes visant à améliorer l'accès et la qualité des soins pour les personnes marginalisées mises en œuvre à Spot, mais aussi donc dans d'autres cliniques, et décrire donc le contexte, les facteurs facilitant les obstacles, les enjeux et les défis la mise en œuvre de ces pratiques. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous centrer sur les résultats en lien avec ce second objectif.
Alors, le cadre conceptuel qu'on a retenu, en fait, c'est une typologie de l'innovation de Landry et de ses collègues. Donc, il nous propose 9 types d'innovation. Donc, si on les parcourt rapidement, les types d'innovation, donc on a l'innovation technologique de produits qui porte vraiment sur l'introduction de nouveaux produits ou des produits significativement améliorés. Le second, les innovations dans les services, ça implique l'offre de nouveaux services aux personnes. L'innovation dans la prestation des services, donc ici, ça implique l'introduction d'une nouvelle façon de livrer les services aux citoyens. L'innovation dans les procédés porte davantage sur les activités, les processus dans la façon de produire le service. Enfin, l'innovation organisationnelle ou administrative, ça porte vraiment sur la structure organisationnelle et les aspects administratifs ou de gestion. Les innovations stratégiques ou de gouvernance se centrent davantage sur la mission, les buts et les objectifs stratégiques de l'organisation. Finalement, les 3 autres types d'innovation, conceptuelle, marketing et système d'interaction, même s'ils font partie du modèle conceptuel, on ne les abordera pas aujourd'hui parce que finalement, il y a très peu de données d'éléments qui sont ressortis à partir de notre recherche sur ces 3 types d'innovation. Bon, brièvement, la méthodologie. Donc, on a mis en place un comité consultatif. Ce comité consultatif, en fait, regroupait des membres de notre équipe de recherche, des membres du conseil d'administration, il y avait le président et la représentante étudiante, des membres de l'équipe de soins, donc il y avait la coordonnatrice recherche, il y avait l'infirmière et le père aidant de la clinique Spot. Et nous avions aussi 4 personnes utilisatrices de la clinique Spot au sein du comité. Donc, le comité s'est réuni au total 9 fois. Il a permis de valider les objectifs de la recherche. C'est beaucoup penché sur la méthodologie, définir ensemble une méthodologie. On a discuté des résultats aussi. Ensuite, nous avons fait 12 entrevues auprès de personnes qui utilisent les services de la clinique Spot. Nous avons fait des observations dans les 5 points de service de la clinique Spot. Et puis finalement, nous avons organisé 5 journées d'échange avec la clinique Spot, mais les autres cliniques qui ont participé. Et on a pu aussi distribuer des questionnaires qui visaient à identifier les innovations qui étaient mises en œuvre par ces différentes cliniques. Alors voilà. Merci beaucoup, Shelley Rose. Ça me fait plaisir maintenant d'aborder le premier volet de notre présentation qui porte sur les pratiques innovantes qui sont mises en œuvre à la clinique Spot. La clinique Spot, c'est une clinique communautaire de santé et d'enseignement qui est située à Québec. Et je me permets de faire un bref survol de l'historique du développement de cette clinique. C'est une idée qui est née en 2011 de la part du département de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de l'Université Laval, auquel se sont joints ensuite d'autres facultés, notamment la faculté de sciences infirmières, de pharmacie, de médecine dentaire et de sciences sociales. Il y a plusieurs acteurs du réseau de la santé qui étaient également impliqués. À l'époque, c'était le C3S de la vieille capitale et aussi des organismes communautaires. En 2012, ce groupe d'acteurs a élargi sa consultation et a commencé un travail de mobilisation. C'est amené à la fondation de Spot, qui s'est constitué comme un organisme à but non lucratif et qui a débuté ses services en 2014. La mission de Spot, c'est d'améliorer l'état de santé des personnes marginalisées, désaffiliées en situation de vulnérabilité socio-sanitaire qui sont non rejointes par l'offre de soins et de services existantes et aussi de former une relève professionnelle sensibilisée aux enjeux sociaux et aux besoins de santé de ces personnes. Donc, on retrouve 2 dimensions importantes dans la mission soins et services de santé, mais également un objectif de formation de la relève. Donc, comme je vous ai dit, c'est un organisme à but non lucratif avec gestion participative et le CA est composé de représentants étudiants, de citoyens, de personnes utilisatrices des soins, de plusieurs organismes communautaires, de représentants d'autres organisations comme Centraide de Québec, par exemple, et de membres sympathisants. Comment ça se déroule, les soins à la clinique Spot? D'abord, c'est une clinique principalement sans rendez-vous qui offre des soins au cours de 5 demi-journées par semaine au sein de 5 groupes communautaires différents.
Donc, la clinique fonctionne avec un horaire bien établi, préétabli, de 5 demi-journées. Donc, la clinique sera dans un organisme communautaire le lundi, par exemple, dans un autre organisme le mardi, et ainsi de suite. Les 5 organismes communautaires qui accueillent Spot sont la Maison Dauphine, qui est un organisme qui offre des services aux jeunes, Point de repère, qui offre des services aux personnes utilisatrices de drogue, l'Archipel d'entraide et le Relais d'Espérance, qui offre des services d'accompagnement comme des cafés-rencontres, des services psychosociaux, et la Maison Revivre, qui est un centre d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance. Alors, la personne qui consulte à Spot est d'abord accueillie par le père aidant et qui va ensuite la référer à l'infirmière pour la consultation. Donc, l'infirmière, elle, peut être accompagnée parfois d'un étudiant, donc un stagiaire, comme c'est un lieu également de formation professionnelle, et d'un médecin. Et si le médecin n'est pas présent sur les lieux, il sera accessible par téléphone. À la fin de la consultation, la personne va être vue également par le père aidant pour évaluer sa satisfaction là, avec la consultation. Dans certains cas, il y a même un suivi à domicile qui peut être proposé. Et comme Spot veut aller au-delà de la prestation de soins de services de santé, elle offre notamment la possibilité de s'impliquer comme citoyen dans différents comités. Donc, il y a un comité recherche, un comité enseignement, un comité pour les personnes utilisatrices de la clinique. Et maintenant, qu'est-ce que Spot fait de différent? À quel niveau Spot innove? Alors, notre étude ne nous a pas permis d'identifier des innovations d'un point de vue technologique, mais au contraire, dans le cadre de notre recherche, il y a certains participants qui ont mentionné avoir été surpris plutôt par le manque de ressources dans le local de soins. Alors, voici ce qu'une participante a mentionné. Elle dit, c'est pas une institution, un centre de santé, c'est un petit espace où il y a une infirmière, un médecin qui fait tout le possible pour prêter des services de santé aux personnes comme moi. Donc, si Spot ne se distingue pas par des innovations technologiques, par contre, on a pu relever plusieurs innovations dans les services offerts. Donc, d'abord, Spot offre des soins et des services de première ligne, infirmiers, médicaux, dentaires, psychosociaux, qui sont intégrés et interdisciplinaires. Et l'organisation des soins, c'est une infirmière clinicienne qui est vraiment au cœur des soins, qui est l'intervenante pivot et qui est soutenue par des médecins. Donc, c'est une organisation des soins qui est innovante et qui facilite certainement l'accès aux soins pour les personnes marginalisées. Un autre point très innovant à Spot, ce sont les services offerts par le père aidant. Donc, le père aidant, c'est une personne qui a vécu des situations similaires aux personnes qui vont venir consulter à Spot. Et ça permet à ces personnes qui viennent consulter de rencontrer une personne qui est susceptible de bien comprendre leur réalité, leurs enjeux, leurs défis. Le rôle du père aidant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre autres d'accueillir les personnes lorsqu'elles arrivent dans l'organisme communautaire, d'expliquer les services, le fonctionnement de Spot et de revoir même la personne à la suite de la consultation. Un autre point innovant, ce sont les suivis à domicile qui sont offerts à quelques personnes et la possibilité de contacter l'infirmière par cellulaire, courriel, texto et également de contacter le père aidant, et ça même en dehors des heures de la clinique. Et finalement, comme mentionné, la possibilité de s'impliquer dans différents comités. Maintenant, la façon de livrer ces services-là. Donc, dans la manière d'offrir ces services-là, on a pu noter également plusieurs innovations qui sont mises en œuvre à Spot. Lors de nos entretiens, plusieurs participants nous ont rapporté avoir eu des expériences positives aussi dans le système de soins de santé conventionnel. Donc, d'avoir parfois rencontré certains professionnels de la santé qui étaient sensibilisés à leur réalité, qui faisaient preuve de compréhension, de gentillesse, d'accueil. Par contre, ce qu'on a remarqué dans nos entrevues, entre autres, c'est que Spot va beaucoup plus loin et on nous a parlé d'éléments qui se rattachent là, à la convivialité, la familiarité et la sympathie. Donc, on nous a parlé de convivialité. Comment ça se traduit? C'est que les interactions lors de nos observations et des entrevues apparaissent chaleureuses, personnalisées. C'est le personnel de Spot qui va vers les personnes,
qui les invite à s'asseoir, à faire comme si elles étaient chez elles. En ce qui concerne la familiarité, le personnel de SPOT va appeler les personnes par leur prénom. On les invite à échanger sur différents sujets qui vont bien au-delà des besoins de santé ou des raisons de consultation. Selon les situations, le père aidant va partager des éléments de sa propre expérience et aussi dans nos observations, le père aidant touchait les personnes ou pouvait même les prendre dans ses bras. Donc, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas dans le système de soins de santé conventionnel, comme on le disait. Ensuite, la sympathie. Donc, certains membres du personnel démontrent de la sympathie, voire même de l'inquiétude. Et voici ce qu'un participant a dit à ce sujet. Dit, ça m'est arrivé une couple de places quand je voulais consulter, ils sont remplis de préjugés. Puis selon le mode de vie que j'avais ou que j'ai, tu le vois que ça ne les affecte pas. Contrairement à eux autres, donc en parlant du personnel de SPOT. Eux autres, tu sais, tu vois ça, tu sais qu'ils sympathisent, disons. Tu sais, je ne dirais pas que ça les affecte, mais tu sais, ils sympathisent avec toi, puis ça fait toute la différence, je trouve. Voici les innovations en ce qui concerne la manière dont sont produits les services offerts à SPOT. L'accueil est ressorti de manière très, très forte durant nos entrevues. Les personnes ne sont pas dirigées vers une salle d'attente, mais sont plutôt accueillies par le père aidant, parfois un stagiaire, qui va vers eux dans une heure d'accueil. Il invite la personne à entrer, à s'asseoir, à prendre un verre d'eau ou une collation, demande comment elle va et va la diriger ou l'accompagner dans le local de consultation. Voici un des verbatims que l'on a recueillis. Ben, l'accueil, c'est quand tu arrives, tu sais, bonjour monsieur, tu sais tout de suite, ils viennent à toi. À l'hôpital, il faut que tu ailles à eux. C'est ça la différence. C'est le fun, c'est une belle porte d'entrée quand tu arrives là, tu sais, bonjour monsieur, vous cherchez le spot, c'est ici. On a aussi, les participants ont également rapporté le temps considérable qui est consacré à chaque personne et à chaque consultation. L'écoute, les échanges, le questionnement, les explications et la réponse sont également ressortis comme des éléments importants. Donc, l'écoute, questionner la personne sur ses conditions de vie, sur sa situation, ce qui va bien au-delà du problème de santé pour laquelle la personne est venue consulter. Des explications claires qui sont répétées au besoin et aussi un souci de s'assurer que la personne a bien compris. La capacité de tenir compte du contexte de vie et du point de vue de la personne, puis ça se reflète dans les décisions qui sont prises concernant les soins et des processus de consultation simplifiés. Donc, le fait d'avoir affaire à l'infirmière qui est parfois accompagnée d'un médecin, mais donc à une seule personne à laquelle on peut poser nos questions, recevoir des réponses. Et dans l'éventualité où on doit consulter d'autres services, c'est l'infirmière qui va s'assurer que les procédures sont... D'un point de vue organisationnel et administratif, comme mentionné, les services se donnent au sein de 5 groupes communautaires différents qui sont présents dans différents secteurs de la ville et qui desservent habituellement un profil particulier de personnes. Donc, ça crée un milieu de soins qui ressemble parfois à un milieu de vie, ou du moins qui est plus familier, qui est plus intime. Une personne nous a dit, quand je sors de SPOT, c'est comme si tu sortais de chez vous. Je vous ai mentionné que les différents organismes communautaires avaient des clientèles particulières, mais ce qui est innovant, c'est que ces organismes communautaires-là, lorsqu'ils accueillent SPOT, ouvrent leurs portes à des utilisateurs qui ne font pas partie des personnes qu'ils desservent habituellement. Donc, si SPOT est à la Maison Dauphine, pour donner un exemple, une femme plus âgée pourra aller consulter SPOT à ce moment-là, même si c'est un organisme qui offre habituellement des services aux jeunes marginalisés. Il y a peu de conditions de formalité pour consulter. En fait, il suffit de donner son nom. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une carte d'assurance maladie. Alors, c'est toutes des conditions qui aussi favorisent l'accès, l'établissement du lien de confiance. Donc, la personne ici, Paul, nous dit pas de carte maladie, carte d'assurance maladie ou non, il te passe pareil, carte avec ou sans, on te passe pareil. Ça, c'est humain. SPOT a également innové d'un point de vue stratégique, d'abord par sa mission
qui est explicitement d'améliorer l'état de santé des personnes marginalisées qui sont non rejointes par l'offre de soins et de services existants. La décision de devenir un organisme à but non lucratif, ça aussi, c'est une distinction de SPOT. Et c'est un choix qui a été fait, entre autres, pour préserver son autonomie, sa neutralité, afin d'atteindre les objectifs que SPOT s'était donné. Le but de formation d'une relève professionnelle, c'est un choix stratégique également. Donc, une relève professionnelle diversifiée, on peut retrouver à SPOT des stagiaires en pharmacie, en médecine, en psychologie, en physiothérapie, en travail social. Et je crois comprendre que SPOT voit la formation de la relève professionnelle comme étant un levier ou une façon d'amener un changement social également. Et finalement, les activités de recherche et d'enseignement qui sont intégrées, qui font partie intégrante de la clinique. Comme le mentionné chez les Roses tout à l'heure, je vous ai présenté les différents types d'innovations qu'on a pu relever par entrevue et observation. Il y a 3 types d'innovations qu'on n'a pas pu documenter, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présentes à SPOT. C'est vraiment notre question de recherche, notre méthode qui nous a orientés vers des données qui traitent des innovations dont je viens de vous parler. Alors, je passe la parole à Shelley Rose pour la suite. Alors, merci Sophie. On va maintenant aborder le volet 2. Donc, on va vous parler des principales caractéristiques et des enjeux qu'on a rencontrés à la clinique SPOT, mais aussi dans 2 autres initiatives qui visent elles aussi à améliorer l'accès et la qualité des soins pour les personnes marginalisées. Ces 2 autres initiatives sont l'équipe de soins de proximité, qui est à Trois-Rivières, et l'équipe santé urbaine Centre-Sud de l'île de Montréal et Maison du Père, donc c'est une équipe conjointe. Il faut dire aussi que pendant notre recherche, on avait avec nous l'équipe de l'UMF-GMF du Centre hospitalier de Verdun. Mais comme ils étaient vraiment au tout début de leur implantation, on a recueilli somme toute peu de données qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le bain, un petit mot pour que vous compreniez l'équipe de soins de proximité de Trois-Rivières. Donc, en 2010, il y a 2 groupes communautaires à Trois-Rivières, Centre Le Havre et Pointe-de-Rue, qui ont commencé des échanges avec le C3S afin d'obtenir des services de santé aux personnes des affiliés qui fréquentaient le Havre et Pointe-de-Rue. La même année, en 2010, donc, il y a eu la mise sur pied de l'équipe itinérance qui a commencé ces services. 2 ans après, il y a eu l'idée d'ajouter des soins médicaux aux services qui étaient donnés à l'équipe itinérance. Et donc, c'est 2 ans après, en 2014, qu'a débuté l'équipe de soins de proximité de Trois-Rivières en donnant des soins médicaux et des soins infirmiers. La l'équipe textuellement qui vivent des enjeux d'inclusion sociale à l'aide d'une offre de services interprofessionnels, interorganisationnels et intersectoriels, et ce, dans une optique de santé globale. L'objectif ici est la réaffiliation par la quête de sens et la santé globale. Le déroulement globalement. Donc, les personnes sont ciblées par les 2 organismes, le Havre et Pointe-de-Rue, et par leurs partenaires. Et là, elle va être référée à l'infirmière de l'équipe de soins de proximité si on pense que la personne n'ira pas consulter dans le système de santé publique. Ensuite, une fois vue par l'infirmière décide si la personne va être référée à l'ensemble, au reste de l'équipe de soins de proximité qui comprend, en plus de l'infirmière, des médecins, des intervenants de Pointe-de-Rue et du Havre, l'infirmière en dépendance et la travailleuse sociale de l'équipe itinérance. Et donc, cette personne-là va être évaluée. L'équipe de soins, en fait, relève d'une plateforme interorganisationnelle qui n'est pas une structure enregistrée. Donc, ça relève administrativement du CIUS, mais les responsabilités opérationnelles sont partagées entre le CIUS et les groupes communautaires, le Havre et Pointe-de-Rue. Maintenant, un petit mot sur l'équipe santé urbaine Centre-Sud de l'île de Montréal, Maison du Père. Bon, la Maison du Père, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gros organisme, un organisme communautaire à Montréal qui accueille des personnes itinérantes. Je pense qu'ils accueillent jusqu'à 200-300 personnes itinérantes chaque nuit. Donc, il y a quelques années, la Maison du Père avait approché le C3S pour obtenir des soins infirmiers et médicaux dans leur organisme. N'ayant pas de réponse, ils ont décidé d'engager eux-mêmes une infirmière qui était sans lien avec le C3S. En 2013, la Faculté de médecine de Montréal décide de mettre sur pied un projet pilote pour favoriser l'enseignement des étudiants à la réalité des personnes marginalisées. Et donc, le médecin responsable à l'Université de Montréal initie le projet avec l'UMF des Faubourgs et des médecins résidents
volontaires. Ils font une cartographie des organismes communautaires et finalement, la Maison du Père est retenue et le projet débute en 2016. La mission de l'équipe, offrir des soins aux personnes désaffiliées du réseau de la santé et graduellement les réaffilier. Donc, l'objectif final n'est pas le soin comme tel, mais la réaffiliation par les soins. Comment ça se déroule globalement pour la personne? Donc, les personnes sont identifiées par l'intervenant qui est à la Maison du Père, donc qui connaît bien les gens. Chaque mardi, l'intervenant de la Maison du Père avec l'infirmier de la Maison du Père et l'infirmier du SUS échangent sur ces personnes et vont identifier celles qui devraient être vues à la clinique médicale le lendemain. Donc, c'est vraiment une clinique créée, organisée par les médecins du CLSC des Faubourgs et l'équipe de la Maison Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde ces trois initiatives? Donc, on voit que les trois initiatives ont une histoire bien différente, mais toutes offrent des soins et des services de santé aux personnes désaffiliées. Les trois initiatives aussi... Excusez-moi de vous interrompre. Peut-être juste avancer les diapos. On est encore sur la diapo 22. Juste pour qu'on puisse suivre. Merci. Oui, on vient de s'en rendre compte. Là, c'est bon. Voilà. Donc, je reprends pour ce petit bout-là. Donc, les trois initiatives ont des histoires différentes, mais toutes offrent des soins et des services de santé aux personnes désaffiliées. On voit aussi que les trois initiatives sont marquées là, par une collaboration très étroite entre le réseau de la santé et le milieu communautaire. Ça, c'est vrai pour les trois. Puis ça laisse suggérer, dans le fond, que c'est peut-être là une condition essentielle si on veut offrir des services de santé, des soins de santé aux personnes marginalisées. Par contre, la présence du milieu universitaire, elle, est plutôt variable, très présente à Spa, très présente à la Maison du Père, mais peu présente pour Trois-Rivières. Pour l'équipe de Trois-Rivières et la Maison du Père, en fait, il y a une demande explicite des organismes communautaires au réseau de la santé et le réseau de la santé y a répondu. Pour Spot, l'histoire est différente parce qu'il n'y a pas eu de demande explicite de groupes communautaires. En fait, l'idée émerge de la faculté de médecine et il y a une démarche d'identification des besoins. Il y a une réponse qui est davantage teintée d'une perspective populationnelle. Bon, ce qui est commun aussi aux trois dans leur histoire, c'est que les trois initiatives ne semblent pas avoir répondu à une commande ou à des exigences contraignantes où on attendait des résultats précis, circonscrits et définis d'avance. Dans les trois initiatives, il y a eu des espaces de réflexion, des négociations qui ont permis donc probablement de pouvoir penser autrement. Bon, la mission, les trois initiatives sont différentes, ont une histoire différente, ont une structure différente, mais la mission se ressemble étrangement. Les trois offrent des soins de service aux personnes marginalisées. Par contre, si on va un petit peu plus dans les détails, on voit que dans les trois cas, la mission apparaît tout à fait originale pour l'acteur qui le porte. Si on regarde bien, donc pour Spot, la mission, c'est d'améliorer la santé, de former la relève professionnelle. C'est quand même assez original pour un organisme communautaire qui ne relève pas du réseau. Tandis que pour les deux autres équipes, Trois-Rivières et Montréal, une équipe qui relève du réseau quand même, l'objectif, c'est la réaffiliation au-delà du soin. Donc, c'est quand même original, ça aussi, pour deux organismes qui relèvent largement du réseau. Donc, on voit que dans les trois cas, il y a une volonté d'amener l'organisation en dehors de son champ habituel d'action. Comme il y a eu la nécessité de dépasser les frontières habituelles pour pouvoir faire autrement. Donc, on sait que pour agir en proximité, il faut sortir, mais donc, il ne faut pas juste sortir de son bureau, parce que ça ne suffit pas. Le plus dur, c'est de sortir de ses cadres de pensée, de ses modes de pensée, sortir des normes, des prescrits, des attendus. Il faut apprendre à se déplacer, mais pas se déplacer seulement vers les personnes, mais se déplacer soi-même. Donc, se déplacer, déplacer ses propres chaînes de pensée, sa vision des choses et ses a priori. Bon, les trois initiatives visent les personnes désaffiliées non rejointes par le réseau de la santé et les services sociaux. Donc, il y a donc une volonté claire pour les trois de cibler les personnes qui en ont vraiment besoin. Probablement aussi que ça traduit le fait que dans les trois cas, les trois initiatives fonctionnent avec des ressources quand même limitées par rapport aux besoins qui existent. Bon, l'enjeu ici, c'est de rejoindre les plus désaffiliés des désaffiliés, mais l'enjeu aussi, c'est qu'en faisant ça, en ciblant comment
ne pas exclure des personnes aussi qui auraient grandement besoin des services qui sont proposés. Les approches privilégiées. Alors, dans les 3 cas, on a une approche globale à la santé, on n'a pas une approche biomédicale. L'approche biomédicale qu'on retrouve largement dans notre réseau de la santé et même en santé publique. Donc ici, c'est vraiment une vision de la santé qui est influencée par de multiples facteurs qui prend racine dans nos conditions de vie matérielles et sociales. Il y a ici une volonté claire de joindre le médical au social, dans les 3 cas. La seconde approche, c'est qu'une approche axée sur la collaboration interprofessionnelle. Donc, on a dans des équipes des pairs aidants, des infirmiers, des médecins, des intervenants communautaires, etc. Donc, ça, c'est clair aussi dans les 3 initiatives. Il y a toujours l'enjeu de cela, c'est-à-dire parce que l'idée même de profession, on le sait, elle est basée sur l'autonomie, l'expertise, le pouvoir. Donc, l'enjeu est bien présent. Et dans les 3 approches, l'infirmière, en fait, elle joue un rôle clé. Elle joue un rôle, pour une infirmière clinicienne, elle joue un rôle élargi. Elle est centrale, elle est vraiment l'intervenante pivot de l'équipe. Au niveau de l'accessibilité, les 3 initiatives ont cherché à réduire les obstacles, vous l'avez vu. Donc, les obstacles géographiques, déjà en donnant des services dans les groupes communautaires pour être plus près des personnes. Les obstacles économiques, les services sont donnés gratuitement. On a visé les obstacles organisationnels en faisant en sorte que la modalité de l'accès aux services soit vraiment avec très peu de conditions. Sophie vous le dit, dans les 3 cas, on n'exige pas la carte d'assurance maladie. Et même à Spot, on n'exige ni l'adresse ni le nom. Une personne peut même donner un pseudonyme si elle le souhaite. Et enfin, les 3 initiatives ont cherché à réduire les obstacles relationnels. Du fait qu'elles donnent les services dans les groupes communautaires, comme a dit Sophie, c'est comme si Spot, pas juste Spot, mais les 3 initiatives, donc, s'imprégnaient des valeurs du groupe communautaire. Les personnes aussi sont accompagnées et référées par des intervenants communautaires. Et à Spot, ben, on a la présence aussi de pairs aidants qui réduit grandement les obstacles relationnels. Bon, Spot, après une période de réflexion et devant en étudiant plusieurs possibilités, a décidé vraiment de devenir un organisme sans but lucratif. Pourquoi? Parce qu'elle y voyait des avantages. Sa mission est protégée. Elle jouit d'une autonomie décisionnelle. Elle peut facilement favoriser la participation citoyenne et le sentiment d'appartenance des différents acteurs. Et elle inscrit vraiment ses activités dans une visée de changement social. Les désavantages d'avoir choisi cette structure, bien, les tâches administratives sont lourdes, liées au statut d'OBNL et la recherche de financement aussi est difficile. On a l'enjeu de services de santé en étant un groupe communautaire, mais sans se substituer au réseau. Pour l'équipe de Trois-Rivières et Maison du Père, les avantages, alors pour ces 2 équipes-là, qui relèvent finalement d'une collaboration entre le réseau et le communautaire au sein même de leur équipe, bien, c'est de pouvoir utiliser les forces des différents acteurs. C'est l'opportunité aussi de pouvoir influencer les pratiques au sein du CIUS. C'est le recours facilité au sein du CIUS, c'est une meilleure continuité des soins parce que les équipes aussi relèvent du CIUS. Il y a la possibilité d'identifier les membres des services dans le réseau du CIUS et les modifier. Et puis, l'absence d'entité formelle, en fait, réduit les barrières organisationnelles et la lourdeur administrative. Bon, les désavantages pour ces 2 équipes-là, c'est qu'ils doivent quand même toujours défendre la pertinence de mener ce genre d'activité au sein du CIUS. Ils sont tributaires du CIUS pour le financement également. Et ils doivent faire face aux barrières administratives du CIUS. Pour l'équipe de la Maison du Père, en fait, il y a 2 types d'infirmières. L'infirmière qui relève la Maison du Père et celle du CIUS. Donc ça amène des enjeux. Et puis un chevauchement de mandat pour l'équipe de Trois-Rivières avec l'équipe itinérance. Alors, si elles ont bien une chose en commun, ces 3 initiatives, c'est que les 3 initiatives sont à la recherche de financement, toutes les 3. Donc, elles fonctionnent avec des ressources limitées et ce qui limite en fait l'offre de services qu'elles jugeraient essentielles donc pour en répondre aux besoins. Donc, en somme, la
Elle est nécessaire si on veut rejoindre les personnes, dans une société qui est marquée par des inégalités sociales croissantes, par une distanciation sociale importante. Et comme on l'a déjà dit, d'après nous, les professionnels, peut-être que maintenant, plutôt que de se demander quelle distance est nécessaire pour une bonne relation, il faudrait peut-être plutôt se demander quelle proximité est nécessaire pour une bonne relation avec les personnes. Lorsqu'on regarde les initiatives, on voit qu'il n'y a pas de solution simple et qu'il n'y a pas de solution unique non plus, mais que plusieurs solutions sont possibles pour desservir, donner des personnes marginalisées, en tenant compte de qui on est et de des spécificités de notre contexte. Les 3 initiatives nous montrent aussi que l'innovation sociale passe effectivement le plus souvent par la mise en lien d'acteurs nouveaux, donc des acteurs qui n'étaient pas habitués donc de se parler ou de penser les choses ensemble, et que l'innovation sociale passe souvent par ça. Aussi, on voit qu'il y a la nécessité en fait d'espace de réflexion et de négociation, j'en parlais tantôt, mais donc la nécessité d'avoir ces espaces où il n'y a pas d'attendu, de prescrit, de normes, et donc où on peut réfléchir ensemble et pouvoir penser faire autrement. Enfin, pour terminer, Sophie et moi, en regardant suite à nos données, on se disait qu'il y avait peut-être besoin de clarifier les idéologies derrière les approches de proximité. Parce qu'il nous est apparu que derrière des approches de proximité, différentes approches de proximité peuvent avoir différentes idéologies. Autrement dit, pour être plus clair, on cherche à se rapprocher des personnes, mais pourquoi? Est-ce qu'on cherche à se rapprocher des personnes pour les réaffilier, pour les réintégrer à la société, pour les réaffilier dans le réseau de la santé? Ou est-ce qu'on cherche à se rapprocher des personnes dans une perspective d'inclusion sociale? Peu importe qu'on soit à la marge ou pas, l'idée étant de desservir sans condition, sans objectif de réaffiliation, sans trajectoire prédéfinie. Et le second, c'est que, à force de se rapprocher, il ne faudrait pas oublier pourquoi finalement les gens sont exclus, sont au bout, à la marge, voire en dehors de la société. Pas oublier que si notre société sait produire de la richesse, elle sait aussi produire de l'exclusion sociale. Et donc, de questionner dans nos approches de proximité, quelle part finalement on réserve à la lutte, à la pauvreté, à la lutte à l'exclusion, à mettre en œuvre des espaces de débat, de négociation, des espaces qui facilitent la mobilisation et la participation citoyenne. Donc voilà, en gros, on a eu beaucoup de plaisir à faire cette recherche-là. Je te laisse terminer. Oui. Alors, simplement un mot de remerciement. Donc, c'est principalement chez les Roses et moi qui avons mené ce projet, mais on était accompagnés de nos chercheurs qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, on aimerait remercier Sophie Dupéré de l'Université Laval, Arnaud Duroux de l'Université de Montréal et Maxime Amar, qui est le président du CA de SPOT et qui est à l'origine de SPOT pour leur implication là, dans la recherche. Également, c'est un projet qui n'aurait pas pu être réalisé sans d'excellentes professionnelles de recherche, Catherine Lefrançois et Louisa Maria Manceau. Alors, merci beaucoup. Les membres du comité consultatif qui était vraiment au cœur de toute cette recherche-là et qui a donné les orientations et qui ont mis la main à la pâte. Donc, on ne peut passer leur contribution sous silence. Et finalement, toutes les 3 initiatives là, qui ont pris le temps de discuter, partager, réfléchir dans le cadre de ce projet-là. Et finalement, Réseau 1 pour leur appui financier, mais aussi pour nous avoir guidés là, dans le développement du protocole. Alors, ça met un terme à notre présentation, et puis on voudrait vous remercier également pour votre attention. Non, mais ce qu'on voulait vous dire, c'est que si ça vous intéresse d'en savoir davantage, parce qu'on vous a fait un résumé vraiment, n'hésitez pas à nous inviter dans vos milieux, ça va nous faire plaisir. Également, on est en train de rédiger le rapport de toute cette recherche, puis on est en train de le finaliser, puis on pourra le transmettre à l'équipe de Réseau 1 si vous voulez le rendre disponible pour que les personnes puissent le consulter. Et merci beaucoup, Sophie Chéléros, c'était super intéressant. Juste un petit rappel pour les participants. Donc, si vous voulez poser les questions, vous pouvez nous les écrire dans la boîte qui est à votre droite ou vous pouvez cliquer sur la petite main pour lever la main. On va vous ouvrir le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Peut-être en attendant que les gens écrivent leurs questions, moi j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu
du rôle que vous voyez de l'évaluation que vous avez faite dans la pérennisation de ces initiatives-là. Est-ce qu'il y a une vision que ces résultats-là soient utilisés par les initiatives pour aller chercher du financement? Est-ce que vous en avez discuté avec le comité aviseur? Oui, vas-y. Mais en fait, la pérennisation, je ne suis pas certaine qu'on ait joué un rôle parce que les 3 initiatives qu'on vient de vous présenter SPOT était déjà bien établi, l'équipe de soins de santé de proximité de Trois-Rivières aussi. Maison du Père était plus en développement, donc je ne penserais pas que c'est au niveau de la pérennisation, mais ce qui est certain, c'est que les échanges qu'on a eus tous ensemble ont permis, je pense, de préciser chacun leur approche et leur vision. Puis en se comparant aussi, ça permet, parce que lorsqu'on les a rencontrés, on avait des questions, puis il fallait qu'ils rendent explicite, plus explicite en fait, leurs approches, leur façon de faire. Il fallait qu'ils mettent des mots derrière ça. Et de ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça les a aidés, eux, à cheminer, puis à préciser aussi plus clairement leur approche. Pour l'équipe de Maison du Père qui était en développement, alors cette équipe-là nous a dit que pour eux, ça l'avait vraiment contribué parce que l'équipe n'était pas complètement en œuvre quand on a débuté. Donc, pour eux, ça les a vraiment aidés à préciser leur orientation, les façons qu'ils allaient utiliser là, pour mettre en œuvre leur clinique. Mais, oui, c'est ça. J'aimerais compléter ce que j'ai perçu de la Maison du Père. C'est pas seulement qu'ils pouvaient s'inspirer d'initiatives qui étaient plus avancées dans leur développement, mais qu'ils disaient voici les bonnes questions à se poser. Par exemple, sur la gouvernance, qu'est-ce que c'est les avantages, les inconvénients d'être un organisme à but non lucratif plutôt que de rester dans le réseau? Donc, quelles questions doivent se poser dans le développement d'une telle initiative? Et ces discussions-là ont même mené en octobre dernier à une journée sur les soins de proximité parce que les 3 cliniques avec lesquelles on travaillait ont dit il y a d'autres initiatives au Québec. Ce serait important de rassembler ces gens-là autour de la même table. Donc, c'est comme si notre projet de recherche qui portait sur 3 cliniques dans une perspective de recherche, eh bien là, les gens ont senti le besoin de se rassembler plus largement pour d'autres fins là, qui sont en dehors du cadre de notre recherche. Et ce lien-là, je pense qu'il normalement, il va se poursuivre parce qu'en fait, on souhaite continuer des échanges ensemble, probablement en rejoignant d'autres milieux, d'autres cliniques qui souhaitent débuter. Donc, vraiment comme la création d'une communauté de pratique de soins de proximité, c'est super intéressant. On a une question de Graciane Besson, je suis vraiment désolée pour la prononciation du nom, qui vous demande en fait, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la méthodologie que vous avez utilisée, un peu plus particulièrement sur le questionnaire que vous avez utilisé dans votre projet de recherche? En fait, le questionnaire, on a utilisé la méthode de questionnaire pour documenter les éléments importants des 3 initiatives. Donc, ce qu'on a fait, c'est lors de la première rencontre, on a présenté notre questionnaire. Je pourrais envoyer la référence plus tard. Là, on s'est inspiré d'un cadre, mais je ne l'ai pas en tête en ce moment. Mais en fait, c'était une grille dans laquelle on posait des questions sur qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour rejoindre les personnes, donner des soins aux personnes marginalisées, des éléments sur l'historique, sur l'équipe de soins, sur la gouvernance, sur l'organisation des soins concrètement. Donc, les grandes catégories qu'on vous a présentées aujourd'hui pour décrire les 3 initiatives, c'était pas mal les grandes catégories de questionnement qui étaient présentes dans le questionnaire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Super. Il y a Caroline Arsenault qui vous demande est-ce qu'il y a une publication en vue et si oui, pour quand? Tu me laisses? Il y a une publication en cours là, sous forme de rapport qu'on est en train de finaliser puis qu'on va pouvoir rendre disponible, mais c'est sûr qu'on travaille sur des articles là, qui vont rapporter qu'est-ce que soit le premier objectif dont on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui sur le parcours de soins des personnes marginalisées puis comment SPOT s'inscrit dans ce parcours-là. Mais également, on va travailler sur un article qui porte sur la cartographie là, des trois initiatives. Donc, concrètement, pour le premier volet, le volet que Sophie vous a parlé, le rapport de recherche devrait sortir en février. Oui, donc il devrait être prêt en février. Pour l'approche comparative, le volet que je vous ai parlé, donc on va écrire un rapport de recherche et un article aussi. Mais comme on vous le dit,
si vous êtes intéressé, on est prêt à se déplacer pour vous en dire plus. Super. Il y a Daniel Chemin qui a une question. Daniel, est-ce que tu veux la poser de vive voix, ta question? Oui, merci beaucoup, Sophie Shelley-Rose. On est tellement fiers et contents d'avoir supporté votre projet. C'est vraiment fabuleux de voir aussi vos résultats. Et je me demandais juste si vous pouvez parler de d'autres projets d'évaluation ou d'autres projets de recherche qui sont associés au projet SPOT et ou s'il y en a qui sont qui se fixent sur de déterminer ou de regarder les impacts sur les patients ou les personnes rejointes par les ou la clinique. Oui, ben, moi, on n'est pas au courant de toutes les recherches, mais on sait qu'il y a comme une équipe dont est membre Arnaud Duhoux qui font une recherche plus quantitative, je crois, à SPOT. Il y a d'autres projets, mais comme il y a un comité recherche et évaluation avec une coordonnatrice de la recherche et de l'évaluation à SPOT, je crois que pour les personnes que ça intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe en termes de recherche, je pense que ce serait la bonne personne à contacter. Donc, il y a quelqu'un qui coordonne là, toutes les activités de recherche qui se déroulent à SPOT, mais je ne pourrais pas être très, très spécifique là, dans les projets qui sont actuellement en cours. Je ne sais pas chez les Je sais qu'il y a une ou deux projets de recherche qui sont terminés, qui ont porté sur la collaboration interprofessionnelle. Mais ça serait dur pour nous là, de vous en dire plus. Mais je peux faire parvenir les coordonnées de la coordonnatrice recherche à SPOT suite à la présentation pour les personnes intéressées. Merci. Il y a Mélanie Gaudreau qui vous dit que vraiment merci pour votre présentation et que ça concrétise la réalité qu'ils vivent à Gatineau avec l'équipe en itinérance. Sa question, c'est est-ce que vous, pour SPOT, est-ce que vous prévoyez faire un déploiement dans les autres régions qui, eux aussi, ont des équipes qui travaillent avec une clientèle marginalisée? Dans d'autres régions. Donc, si je comprends bien, c'est l'idée de reproduire SPOT, mais dans d'autres milieux? Je crois que oui, ça semble être ça sa question. Et ça ne relève pas du tout de nous. Parce que nous, dans le fond, c'est un projet de recherche. Donc, il y avait un début et qu'il y avait une fin. Voilà. Est-ce que la question, est-ce qu'on pense faire d'autres projets de recherche pour regarder d'autres initiatives et d'autres milieux? Je ne sais pas si c'est ça la question qui est posée. Est-ce que c'est plus ça? Je pourrais... oui, c'est cela. C'est ça qu'elle a dit. Ah, des projets de recherche, d'accord. Bien, pour le moment, on n'a rien de précis. C'est sûr qu'on en discute, mais pour le moment, on n'a pas de financement là, pour déployer ce travail à plus large échelle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Il y a Joëlle Bernard-Hamel qui dit « Bonjour, je suis infirmière clinicienne au Saguenay. Je me questionne à savoir comment est vécu le référencement des personnes qui consultent SPOT vers les médecins spécialistes en deuxième ou en troisième ligne et les examens qui se font en milieu hospitalier. Merci pour votre présentation révélatrice et marquante. » Donc, si je comprends bien, la question porte autour de comment se vit la référence en deuxième ligne et l'expérience dans le service de santé publique. En fait, lors de notre recherche, on a demandé leur expérience aussi, parce qu'on voulait savoir comment s'inscrivait la consultation à SPOT dans leur trajectoire un peu, ou leur histoire, leur parcours là, de recherche de soins. Donc, on a eu quelques éléments sur leur expérience dans le réseau de la santé, mais pas non plus en détail. Donc, mais on sait que globalement, les expériences étaient spontanément assez négatives pour la clientèle, les personnes qu'on a rencontrées, à tous les niveaux. Donc, au niveau d'obtenir l'accès au service, au niveau de l'attente, au niveau, une fois qu'ils réussissent à avoir une consultation, au niveau de l'accueil,
au niveau de la référence, au niveau de la coordination des soins. Globalement, c'était que des commentaires négatifs, mais ils avaient toujours en tête un professionnel qui pouvait nommer une infirmière dans leur parcours, dans toute leur histoire finalement de parcours de soins, qui s'était démarqué et qu'ils avaient vraiment apprécié. Voilà, pour la référence de SPOT à des médecins de seconde ligne, c'est pas ressorti. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que globalement, quand SPOT veut référer à un médecin, ce qu'il nous disait, en fait, c'est qu'il disait que SPOT avait souvent des ententes ou des liens parce que ça se faisait très bien. Donc, globalement, c'est ce qu'il nous disait. Il ne semblait pas y avoir de problème là, quand SPOT réfère en deuxième ligne parce que même quelqu'un nous disait dans ses mots un peu, il doit avoir quelque chose de spécial là, parce que ça se fait très vite, semble-t-il. Mais voilà, c'était globalement ce que les personnes nous décrivaient. Et Joël, je vous demande juste une petite précision. Est-ce que SPOT offre un accompagnement lors de ces références-là, soit des spécialistes ou en milieu hospitalier? Oui, en fait, le père aidant, selon les situations, en fait, donc ça lui arrive d'accompagner des personnes qui consultent dans le réseau de la santé, mais aussi pour d'autres types de services dans d'autres organismes. Donc, c'est vraiment le père aidant là, qui juge des situations et qui offre effectivement ce service-là, ainsi que des suivis à domicile lorsque c'est nécessaire, par exemple, des personnes utilisatrices de drogue qui font un sevrage, par exemple, à la maison. Donc, pour donner des exemples, oui, c'est un service qui est offert. Super, merci beaucoup. Une autre question, vous aviez mentionné que les personnes pouvaient texter les membres de l'équipe. Est-ce que c'est une modalité qui est beaucoup utilisée? C'est une question qui nous est posée par Karine Latulippe. Oui, alors, donc, les personnes, en fait, pouvaient rejoindre, comme vous avez vu, assez facilement l'infirmière et le père aidant par différentes modalités, texto, cellulaire, courriel. Donc, ça a été dans les premières phases là, du projet. Quand nous, on a fait recueillir notre donnée, c'était comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il y a une nouvelle équipe d'infirmières et on a su qu'ils étaient en train, en fait, de réfléchir là-dessus sur ces modalités parce que ça semble effectivement très prenant, en fait. Pour l'équipe d'infirmières et par aidants. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en réflexion là, sur cette modalité-là. Merci. Vous avez mentionné un peu le développement d'une communauté de pratique. Est-ce que puis d'une journée où est-ce qu'il y a eu des échanges entre les différents groupes, est-ce qu'il y a une manière de se joindre à cette communauté de pratique-là pour les gens qui ont des initiatives similaires? Et est-ce que vous voyez des suites à la journée qui a été organisée là, sur les soins de proximité? Oui, en fait, au début, ce qui était prévu, c'est de faire 3 journées de rencontres au cours de l'année avec SPOT et les autres cliniques. Finalement, il y a eu vraiment un intérêt marqué. On a tenu 5 journées. Après la 5e journée, nous, notre recherche était finie, mais on a décidé il y avait vraiment un souhait de poursuivre. Alors, on voulait faire des choses en commun. En fait, les gens qui étaient autour de la table voulaient faire des choses en commun et nous, on s'est dit, bon, d'accord, on va essayer de voir quelle peut être notre implication là-dedans. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est réunis une 6e journée, on a discuté de ce qui pourrait être fait, plusieurs options ont été mentionnées, mais celle qui était la plus concrète, c'était d'organiser cette journée de soins de proximité qui a eu lieu à Trois-Rivières au mois de fin octobre, pour toute la journée. Donc, ça, c'était une initiative conjointe. Ensuite, ce qui a été décidé, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Université de la Rue, qui est une université qui se veut un carrefour. Et dans ce qui se fait à l'Université de la Rue, donc, il y a un volet soins de proximité qui cherche à rejoindre, en fait, les différentes initiatives ou approches qui visent les soins de proximité pour pouvoir se réseauter. Donc, ce qui est prévu, donc, c'est pour la suite,
c'est de voir un peu qu'est-ce qui va être mis de l'avant par l'Université de la Rue, mais ça devrait maintenant passer par l'Université de la Rue, donc ce souhait donc de poursuivre les discussions, les échanges et peut-être d'organiser d'autres activités ensemble, avec les cliniques qui étaient là dans notre projet de recherche, mais aussi en accueillant d'autres initiatives. Oui, la journée qui a été organisée en octobre, là, qui était, nous, la recherche, ça a été le tremplin pour ça, mais ensuite, ça se poursuit d'une autre manière, là, avec les cliniciens qui prennent ça en main ou les équipes de soins. La journée regroupait plusieurs initiatives où des gens simplement curieux, intéressés parce qu'ils voulaient développer eux-mêmes des initiatives similaires. Puis moi, ma perception à la fin de la journée, c'est qu'il y aura sûrement d'autres rencontres. Là, à quelle fréquence, quelle forme ça va prendre. Là, c'est maintenant toute l'équipe qui doit le décider, mais j'ai senti un besoin, un enthousiasme lors de cette journée-là. Donc, je pense que c'est pas terminé. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter, là, aller sur le site puis vous mettre en lien avec l'Université de la Rue. Et puis, contacter Samuel Blain. C'est lui un peu qui est responsable là, de coordonner le tout. Super, merci. Puis vraiment, bravo pour l'initiative. Là, ça montre la collaboration entre le milieu de la recherche puis vraiment les milieux cliniques. Vraiment une force. Là, si ça continue de soi-même là, sans que le projet de recherche continue à le pousser. C'est vraiment incroyable. On a une autre question de Yasmine Fricla qui demande vous disiez que les autres initiatives à Montréal et à Trois-Rivières étaient financées par les CIUS. Comment est-ce que SPOT est financé vu qu'il n'est pas rattaché au réseau? SPOT, en fait, de multiples ressources financières. Donc, il y a une partie, c'est vraiment, comme dit la coordonnatrice, je pense dans ses mots, c'est un bricolage financier. L'argent vient de vraiment différentes sources, donc il y a des ressources financières qui viennent de l'université, des différentes facultés. Il y a des ressources financières qui viennent de Centraide. Il y a des ressources qui viennent du CIUS aussi. Il y a des ressources qui viennent de fondations privées. Donc, c'est vraiment un bricolage, là, et c'est un défi aussi, c'est un défi à chaque année de s'assurer de la pérennité de ce financement-là. Et également, ce que la coordonnatrice mentionne parfois, c'est que oui, il y a le financement là, de ces différentes sources-là, mais ils reçoivent aussi des dons de matériel, donc matériel médical, par exemple, aussi pour le dossier électronique, donc des compagnies qui peuvent aussi offrir du matériel. Donc, c'est tout ça ensemble qui fait que SPOT peut exister et fonctionner. Mais c'est le CIUS, en fait, qui finance l'infirmière et une partie du matériel. Merci beaucoup. Il nous reste que 2 minutes. Donc, je voulais vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de nous présenter vraiment un super beau projet. Bravo vraiment pour tout le projet de recherche et vraiment les liens avec les différents milieux. C'est vraiment très inspirant. Juste pour les participants, avant de quitter, si vous pouviez juste mettre la dernière diapo. Donc, à venir, on a le 9 février un autre webinaire présenté par Dr. Vanessa Serrano qui va nous parler des outils et méthodes sur la recherche axée sur la pratique en première ligne. Et un rappel que tous nos webinaires sont accrédités. Si vous n'êtes pas encore membre du réseau 1, c'est gratuit, c'est facile de devenir membre. Puis, ça vous garde aussi au courant de tous les beaux webinaires qu'on a, toutes les activités, les événements qui ont lieu autour du réseau 1. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me contacter ou contacter Sabrina qui est la coordonnatrice du renforcement des capacités. Et puis, si vous avez des idées pour des webinaires, si vous avez le goût de présenter vos projets, si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir comme webinaire, écrivez-nous. On peut entendre vos commentaires, vos idées. Donc, encore une fois, merci beaucoup Sophie, Shelley Rose pour votre présence aujourd'hui, votre présentation. Puis, bonne fin de journée à tous. Merci à vous. Merci, au revoir.